Euh, Jordan Bardella, c'est l'anti-Trump ou le futur Trump? Un peu des deux, à mi-chemin entre les deux, parce que en termes de ligne politique, c'est-à-dire que si par cas vous prenez ligne politique, ce serait entre Éric Zemmour et Jordan Bardella. La ligne politique de Donald Trump, dans la mesure où c'est des partis qui sont anti-système, eurosceptiques et assez protectionnistes sur le plan économique et très libéraux sur le plan intérieur, et surtout assez conservateurs sur les sujets de société. Par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait, en termes de style et en termes de communication, Bardella... il est beaucoup plus lisse, non? Justement, et c'est plus davantage de ressembler à ce qu'avait pu faire Emmanuel Macron il y a quelques années, plutôt que d'être dans l'outrance de ce qu'avait fait notamment Jean-Marie Le Pen. Donc si par cas on doit faire une définition de ce que serait Trump, en fait, vous avez pensé à Bernard Tapie, mais ce sera un mix entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen en termes d'outrance et en termes de ligne politique, et la capacité à pouvoir casser les deux qui s'affrontaient régulièrement. Les deux qui s'affrontaient directement, je pense. Mais notamment, je pense que le problème de Bardella, au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'il est en campagne, c'est qu'en fait, il a un problème à la différence de Trump, et la question a été posée par votre collègue confrère sur France 2, c'est en termes de crédibilité, en termes de compétences. C'est-à-dire que Donald Trump arrive aux États-Unis et avant même qu'il arrive en campagne en 2015, il était jugé crédible sur les questions économiques. Pourquoi ? Parce que l'Amérique est imprégnée par ce qu'on appelle l'American Dream et beaucoup de gens se disent si Donald Trump a réussi, il est en capacité de pouvoir gérer les États-Unis comme il a été en capacité de pouvoir gérer son entreprise. Or, le problème qu'a Bardella, c'est qu'en raison de son parcours, en raison de ces différents points, il n'est pas jugé crédible sur différentes questions, notamment en termes de politique publique et surtout sur la question essentielle des électeurs, c'est-à-dire l'inflation et l'économie. James André et Éric Zemmour, il n'y a pas vraiment de Trump à la française. Non, il n'y en a pas parce que Trump est un phénomène typiquement américain. C'est un milliardaire et un milliardaire aux Américains, c'est pas la même chose qu'un milliardaire en France pour des raisons historiques en termes de passion, différence entre la liberté et l'égalité. On a déjà eu en Europe des chefs d'entreprise assez riches ou nouveaux riches ou anciens riches, Berlusconi, Bernard Tapie. En Europe, ça n'a rien à voir. En Europe, oui, mais pas en France. Bernard Tapie. Pour des raisons. Oui, mais c'est pas la même. Il n'a pas été élu président. C'est pas le même niveau. La différence aussi fondamentalement, c'est que lorsque vous prenez par exemple l'union de ce qu'on appelle les patriotes européens, souvent ils n'arrivent pas à s'entendre d'un point commun, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'alliance concrète entre Meloni et Orban. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes patriote, vous devez défendre les intérêts de votre pays, théoriquement, et ça peut aller à l'encontre des intérêts des autres pays. Donc vous n'avez pas une union stricto sensu comme vous avez par exemple une gauche démocrate universelle ou les chrétiens démocrates en Europe ou dans le monde. Le deuxième sujet aussi, c'est parce que Trump est véritablement impopulaire en France. Lorsque vous prenez des enquêtes d'opinion sur est-ce que vous soutenez ou pas Trump, je crois que ceux qui souhaitaient la victoire de Kamala Harris, c'était 60-65%. Ceux qui souhaitaient la victoire de Donald Trump, c'était uniquement 20%. Donc, si par cas vous avez vocation à devenir majoritaire, vous n'avez pas intérêt à vous afficher auprès de Donald Trump. Et il y a un dernier point aussi, c'est une question de ressemblance en termes de ligne politique. Lorsque vous êtes Trump et vous dites, vous voulez rendre la grandeur à l'Amérique, vous voulez affronter la Chine, etc. Bon, vous pouvez le faire parce que vous êtes première puissance mondiale, vous avez le premier budget militaire et donc vous menez une politique qui soit en cohérence avec la tradition de votre pays et surtout les moyens de votre pays. Si par cas quelqu'un arrivait comme Éric Zemmour, comme Sarah Knafo, disait tiens, on va affronter la Chine avec les moyens français, on va faire des guerres commerciales contre Xi Jinping. Nos petits bras, oui. Ça va être beaucoup plus compliqué en termes concrets. Et autre point aussi, c'est qu'en termes culturels surtout, vous avez un pays qui est laïque en France et Donald Trump parle aussi à une communauté religieuse. Lorsqu'il parle de sa ligne politique, très clairement, on parle d'un think tank qui s'appelle Heritage Foundation, qui a fait ce qu'on appelle le programme qui est associé que Trump devrait appliquer sur ce qu'on appelle le projet 2025. Il se définit clairement dans les premières pages comme un christianisisme patriotique. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué en France de porter une ligne qui soit identitaire et religieuse. La clé, c'est qu'il y a l'Amérique est à la croisée des chemins. Il y a une partie de l'Amérique qui a peur de la mondialisation et qui a peur de perdre son rôle, et notamment en termes de déclassement. Par rapport à ça, c'est notamment les classes moyennes qui ont fait la bascule de l'élection en 2016 et en 2024. C'est les fameux white workers blancs qui ont voté notamment dans la Rust Belt, donc les États du Nord, qui étaient le centre de l'industrie américaine. C'est un endroit où il y avait notamment été né John Davidson Rockefeller, le fondateur d'ExxonMobil, etc. Donc c'est un endroit qui est très industriel. Ce vote-là et ces classes populaires-là ont lâché les démocrates pour se tourner vers Donald Trump pour deux raisons principales. La première, c'est que Donald Trump leur dit si par cas vous avez perdu pendant 20 ans, c'est pas parce que vous êtes nuls, c'est parce que les dirigeants qui vous ont dirigé, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont mauvais. Et donc c'est une critique de l'establishment. Le deuxième point, et c'est ce qu'il propose, c'est qu'il dit qu'avec lui, avec son programme, il va rendre sa grandeur à l'Amérique, mais pas uniquement en termes de pays, mais à chacun des individus. Et lorsque vous posez la question à l'ensemble des Américains, c'était posé au début de l'année, c'est un sondage Gallup qui est sorti, est-ce que vous vivez mieux à l'époque de Biden ou est-ce que vous vivez mieux à l'époque de Trump ? 65% des Américains disaient qu'ils vivaient mieux à l'époque de Trump qu'à l'époque de Biden. Pourquoi ? Pour une raison qui est très spécifique, c'est qu'avant le Covid, le salaire des Américains moyens a augmenté de 8 à 10% par an. Et ça se retranscrit notamment sur les PIB par habitant. Lorsque vous prenez le PIB par habitant en 2008, il était équivalent à celui de la France et celui de l'Union européenne. Aujourd'hui, le PIB par habitant américain en 2020 était de $80 000, alors que le nôtre était de $44 000. Donc forcément, lorsque vous posez la question à beaucoup d'électeurs américains qui choisissent en termes économiques, ils se disent qu'ils vont s'enrichir avec Donald Trump, ce qui n'est pas le cas avec Kamala Harris et l'administration Biden. L'autre point aussi, c'est une question de vision de l'Amérique. Lorsque Donald Trump parlait
de l'Amérique aux Américains, Kamala Harris a parfait parler de communauté. Et lorsque vous parlez à des communautés, à des personnes qui ont 2, 3, 4 générations de grands-parents latinos, ils se sentent davantage américains que latinos, et c'est notamment ça qui fait la bascule. Et le dernier point, je pense que c'est ça le point particulier, c'est notamment un vote de classe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas la question des votes de classe sociale en termes de revenus, mais en termes de diplôme. Si par cas vous êtes diplômé, comme c'est une grande partie du plateau ici, vous avez beaucoup d'aspérités, beaucoup de possibilités dans le monde mondialisé. C'est-à-dire que vous pouvez faire des études, vous pouvez faire des diplômes, vous pouvez voyager, etc. Mais lorsque vous n'avez pas de diplôme, lorsque vous êtes obligé d'être travailleur manuel, qu'est-ce qui vous reste comme possibilité si ce n'est des métiers dits industriels, dits métiers dits manuels? Et par rapport à ça, par rapport à la vision proposée par Kamala Harris, notamment en termes de transition énergétique, éventuellement en termes de fiscalité, ces gens-là se sont dit on va plus davantage être riches avec Donald Trump qu'avec Kamala Harris. Et ça se retrouve notamment très clairement sur le vote des latinos. Auprès des latinos qui sont très diplômés, Kamala Harris gagne très largement. Auprès des latinos qui sont sans diplôme, c'est Donald Trump qui l'emporte.